OK. Donc, en conclusion, par rapport à la première enquête, donc, malgré la charte qui, en fait, garantit tout de même le droit d'être servi, d'être accueilli en français, ce que j'ai constaté, c'est que c'était très facile comme une langue anglophone qui est incapable d'offrir ce service-là, d'être en effet embauché pour servir des clients. Et même en le faisant, il y a plusieurs endroits où j'aurais été confortable de rester, où c'était très sympathique, où l'équipe était sympathique, puis je me serais pas sentie obligée d'apprendre très très rapidement le français là, si j'étais restée là. Et il y avait d'autres collègues qui d'ailleurs y étaient et ne l'avaient pas appris. À la fois les patrons, et pas seulement des patrons anglophones, il y avait des patrons francophones qui étaient très très compréhensifs du fait que je parle pas français, qui me permettaient, en fait, qui traduisaient les documents pour moi, qui les faisaient traduire par d'autres employés. Et j'ai pas, c'est ça, à part dans l'unique endroit dont je vous ai mentionné, j'ai pas eu l'impression d'être vue comme un phénomène ou quelqu'un qui était un peu borné ou plus ou moins inacceptable dans ses connaissances des langues. Là, j'étais bien accueillie, si on veut. Donc, j'en tire un peu comme conclusion que pour plusieurs, le français n'était pas perçu comme absolument essentiel là, dans leur commerce au centre-ville. Je vais parler un peu des clients. En fait, j'ai essayé de tirer des pourcentages de l'expérience que j'avais avec les clients. J'en ai servi probablement des milliers. Là. C'est le temps des fêtes, c'est très, très achalandé. Des centaines par jour. Ce que j'ai pu chiffrer, en fait, c'est que c'était même pas une fois par jour où j'avais une mauvaise expérience d'un client qui refusait vraiment d'être servi ou qui montrait fortement qu'il était mécontent ou qui sortait du commerce. Donc, en général, il était très conciliant. Ça se passait très, très, très bien. Je l'ai estimé à 80% qui était compréhensif. Donc, bon, qui hochait la tête, qui était, c'est ça, où ça se passait bien, souriant et tout ça. Puis 20% qui montrait un certain mécontentement, donc un peu de grognement. Je voyais que je leur faisais pas plaisir, là. Mais il y a quand même 70%, je pense que je l'ai chiffré. Ça reste subjectif, là, c'est vraiment des impressions. À la fin de chaque journée, à la fin de chaque heure de travail, je prenais des notes là-dessus, là, mais ça reste une impression. J'ai eu l'impression qu'en fait, à peu près les trois quarts changeaient de langue. Puis venaient parler en anglais avec moi, là, acceptaient de finir la transaction. De toute façon, c'était impossible de le faire autrement. Moi, je leur parlais en anglais, ils me parlaient en français, je faisais des signes et puis là, j'essayais, ils pointaient. Donc, à la fin, ils finissaient par changer puis par me parler en anglais. Il y a ensuite les explications des employeurs, parce qu'après l'enquête, on les a tous rappelés pour qu'ils nous expliquent pourquoi, en fait, ils avaient accepté, vu la charte et tout ça, d'accepter une langue anglophone. Leurs explications, je les ai résumées en quelques points. Mais la première, je pense que celle qui était la plus importante, c'est que les clients étaient compréhensifs, que ça posait pas un énorme problème que je puisse pas parler français. Et les quelques-uns qui chialaient, si on veut, ben, étaient un peu perçus comme des chialeux. Le cas qui est extrême, qui va piquer une crise ou qui va... C'était mais vraiment une petite minorité. Il y a un patron qui m'a dit on prend une chance. Qui en ait pas, ou qui en ait pas trop, ou que tu tombes pas sur lui. Il y a aussi, quand c'était un peu plus haut dans l'entreprise et quand j'avais des directeurs régionaux, la maison mère qui m'appelait, là, c'était plutôt, bon, on est une entreprise internationale, les employés peuvent être amenés à changer de localité, de pays, mais c'est sûr que comme c'est tous des emplois pas mal au salaire minimum, là, de vendeuse, je suis pas certaine qu'ils m'auraient vraiment muté au Japon pour vendre des souliers, mais bon. Il y a bien sûr la clientèle anglophone importante au centre-ville qui était souvent mentionnée et les touristes. Les touristes viennent ici, ils peuvent pas parler français. Ça, c'était vraiment une raison importante. C'est sûr que c'était encore une fois dans le temps des fêtes, c'était pas l'été. J'imagine qu'il y a des touristes aussi, mais ça, c'était une des raisons. Il y avait aussi la pénurie de main-d'œuvre, que c'est dur de trouver des employés. On embauche un peu n'importe qui. Les anglophones, il y avait aussi la notion avec ça de ne pas discriminer. Donc, il y a des gens qui ne parlent pas français, mais qui sont travaillants, qui sont compétents. Et puis, il y en a même une qui me disait que c'était dommage, que même après l'enquête, c'est dommage qu'elle ne puisse pas engager tous ces gens-là qui comme moi, ne parlaient pas français, mais qui sont des bonnes personnes travaillantes.
Je pense que là-dessus, il y a aussi l'idée d'intégrer souvent des nouveaux arrivants, en fait, qui parlent pas le français. Et les employeurs sont assez tolérants là-dessus. En tout cas, dans les endroits où j'ai travaillé, il y avait beaucoup de ça. Les autres anglophones unilingues, il y avait des anglophones là, du Québec, mais il y avait beaucoup d'immigrants qui parlaient pas le français et qui étaient embauchés quand même. T'sais, on m'a dit, lui a été embauché, il parlait ni français ni anglais, puis maintenant, ça fait 10 ans, c'est un bon vendeur, tout ça. Donc, il y a ces expériences-là. Il y a des gens qui intègrent beaucoup d'employés qui parlent pas français, entre autres parce qu'ils viennent d'arriver. Puis enfin, il y avait aussi que le fait que la langue n'est pas le premier critère, c'est lié aussi, mais qu'ils vont considérer d'autres facettes de la personnalité avant de considérer la langue, parce que la langue étant une chose qui s'apprend et qui peut se développer avec le temps, les employeurs et les employés peuvent toujours s'adapter. Donc, ce qui mène à la seconde enquête, comme je l'ai dit, c'est un peu une suite. C'est bon, tout de même différent parce que pour moi, l'essentiel là-dedans, c'était d'aller tester ce que les lecteurs me disaient, qui était qu'en faisant l'expérience, en essayant de travailler, souvent c'est dans les centres d'appel, dans d'autres types de commerces, mais aussi dans le détail, ils se sentaient un peu discriminés parce qu'eux ne parlaient pas français. Donc, non, je parlais pas anglais, je suis désolée. Donc, c'est ça, c'était d'aller voir si, comme francophone unilingue, je serais aussi bien ou moins bien accueillie que comme anglophone unilingue. Donc, voulant un peu répéter l'expérience dans le sens inverse, on a fait le plus possible comme la première enquête. Pour ce qui est de la méthodologie, c'est vraiment la même chose. La différence étant, bon, il y avait une différence de nom, tout ça, pour pouvoir passer incognito sensiblement dans les mêmes endroits. Et puis, j'avais coupé mes cheveux, mais sinon, il n'y avait pas beaucoup de différence. L'expérience sur le CV était la même niveau d'éducation, à peu près la même histoire. C'est encore une centaine de commerces situés dans les mêmes endroits. C'est 101 plutôt 97. Là, on n'est pas allé au nombre pile, choisi encore une fois au hasard. C'est pas mal une liste différente que la première, mais il y a certains endroits qui se répètent, comme les grandes surfaces. Entre autres, le Labé, dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc, ça s'est fait cet été, donc de juillet à août 2008. C'est environ 6 semaines, un peu moins de temps parce qu'il n'y avait pas le temps en fait de travailler, les quarts de travail dans toutes les places, et j'ai pas fait ça exclusivement. Ça donnait à peu près le même temps de réponse pour les employeurs. Encore une fois, c'est 70% au centre-ville, donc 71 sur 101. Il y en avait cette fois-ci aussi sur la rive sud, sur le plateau Mont-Royal, au Vieux-Montréal et dans l'ouest de l'île. Ce qui a été différent aussi, c'est ça, c'est que j'ai pas travaillé les quarts de travail. Le but, c'était vraiment d'examiner le processus d'embauche, la possibilité de travailler en français. J'ai fait en fait, j'ai travaillé dans un seul emploi et c'était à Fairview-Pointe-Claire pour voir si, en fait, le cas inverse, comment les clients anglophones majoritairement réagiraient à une employée qui s'adresse à eux uniquement en français. Je l'expliquerai un peu plus tard. Et cette fois-ci, j'ai noté la langue d'accueil parce que c'est une question qui m'avait été posée étant qu'elle cognait à une centaine de portes, aussi bien voir si on me répondait en français ou en anglais. Juste une précision par rapport, je parle à la langue de travail, c'est sûr qu'il y a un autre lien en fait qui se fait pour moi en comparant les résultats des deux enquêtes, parce que si en fait c'est plus facile d'être engagé comme anglophone unilingue que comme francophone unilingue, forcément ça a un impact sur qui se retrouve sur le plancher et si le service est offert en français ou en anglais, donc il y a quand même un certain lien là, avec le service. C'est les résultats des deux enquêtes. Il y a 97-101 qui est le nombre de commerces où j'ai appliqué. La grosse différence, c'est le nombre de refus que j'ai eu. Donc, 8 la première fois comme anglophone unilingue et 20 la seconde fois comme francophone unilingue. Par rapport à la question, il y en a quand même 35, à peu près un tiers qui m'ont demandé si je parlais anglais. Les autres ne l'ont pas demandé.